Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, ce vendredi 2 décembre 2016. Et permettez-moi de vous le dire aussi, comme je l'ai entendu dire, à mon arrivée et tout au long de mes 36 ans de vie en Irlande. You are very welcome. L'affiche présente Francine Kaplan. Mais c'est Francine Kaplan Ryan qui est présente avec vous ici ce soir. Beaucoup de personnes ici nous connaissent, Desmond, Ryan, mon époux et moi. Elles s'étonnent peut-être qu'il ne soit pas là. Il est là. Partout où je suis, Desmond Ryan est. Desmond Ryan m'a accompagné dans ce parcours que vous allez suivre avec moi, avec bienveillance, et qui s'achève dans la joie et l'amitié, dans l'acceptation, ici ce soir, avec vous. Donc, je sais que plusieurs personnes ici aimeraient bien avoir Desmond à leur côté. Elles le connaissent, elles l'aiment. Eh bien, disons qu'il y est. Il ne parle pas ma langue, mais il est avec moi pour chaque respiration du fond de mon cœur et de ma pensée. Bonsoir. Vous avez répondu à une invitation. Moi aussi. L'association Walter Benjamin, en la personne de son président Jean-Pierre Bonnel, m'a invité à présenter cette conférence et à mon tour, je vous ai invité à m'y rencontrer. Et vous verrez comment c'est finalement, ou plutôt pour commencer, Walter Benjamin qui nous invite à nous rencontrer ici. En effet, c'est une invitation à la vie, de la vie et pour la vie. Et avant de poursuivre, je vais partager avec vous cette bonne, cette merveilleuse nouvelle. Nous sommes en vie. En effet, nous partageons tous le souffle qui nous vient à chaque instant. C'est une invitation de la vie et nous l'accueillons. Nous répondons oui. Profitons-en pour partager ces moments dans l'ouverture de l'esprit et du cœur. J'espère que les moments d'attention que vous me donnez seront de bons moments de vie. Pour moi, ils sont un honneur et un privilège. L'affiche vous informe, je suis professeur agrégé de l'université, retraité. Ma carrière enseignante est courte, 10 ans, mais 10 ans avec conviction, avec foi, avec amour. En leur enseignant l'anglais, en leur montrant cette autre langue que leur langue maternelle, j'ai souhaité surtout donner à mes élèves accès à un autre véhicule, un autre instrument pour jouer la musique de leur vie. C'était et c'est toujours ma conception de l'enseignement. J'espère ce soir être fidèle à ma vocation. Je ne prétends pas vous enseigner, simplement montrer, ou encore plus simplement, regarder avec vous. Ce que je veux montrer, c'est que l'histoire, mon histoire, c'est aussi la vôtre. Elle fait partie du tableau de notre condition.
déroulant sa fresque dans l'espace et le temps. Ce tableau est là, sous vos yeux, pour être vu dans la lumière de votre vie et de votre conscience, pour que votre vie y mette aussi sa marque. Et rien ne devrait s'y opposer, tant que vivent des hommes, pour que vivent des hommes. Le thème du concours national de la résistance et de la déportation pour l'année 2016-2017, paru au bulletin officiel, est formulé comme suit. La négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Je l'ai appris par la secrétaire de la branche locale de l'Association pour la mémoire de la résistance et de la déportation, Madame Marie-Lise Folk, professeure d'histoire au lycée Louis Rascol d'Albi, Tarn. Encore une invitation à signaler. C'est en effet par l'intermédiaire de Marie-Lise Folk qu'est venue en 2014 une invitation à me souvenir et à m'exprimer dans la revue du Tarn pour illustrer un passage difficile de l'histoire de ce département français. 1939-1945. Le parcours de ce soir prolonge l'écho de cette action avec une autre ouverture, celle qu'offre l'évocation de Walter Benjamin. Philosophe, penseur multiforme, critique littéraire, allemand, juif, traqué par le nazisme. Il passa par ici, par Bagnouz. Un jour de la fin septembre 1940, sur un chemin de montagne qui porte aujourd'hui son nom, avec l'espérance de trouver de l'autre côté de la montagne un chemin vers la liberté et la vie. Mais la vie n'était pas au rendez-vous à Port. Vous connaissez un film. Il faut sauver le soldat Ryan. Un homme pris dans cette entreprise de déshumanisation qu'est la guerre. Celle-là particulièrement monstrueuse. 39-45. Enlever le nom, Ryan, les circonstances, Private, le soldat. Il faut sauver l'homme. Lui redonner ce nom, d'évaluer. Et le laisser, sinon faire, au moins contribuer à son destin. Dans mon histoire, l'homme est sauvé par le hasard. Oui, il y a participation, le hasard intervient, mais c'est grâce à l'intervention humaine qu'il est sauvé. Par l'homme, par la femme, qui saisit le hasard pour faire un autre destin. Oserais-je dire, forcer la main au destin? D'emblée, j'affirme la vie au cœur de mon propos. Dans mon article dans la revue du Tarn de l'été 2015, je donnais comme titre « Histoire, singulier, de vie plurielle ». Et à côté, « Histoire plurielle, de vie, capitale, singulier ». Oui, des vies particulières, repêchées dans le flot de l'histoire qui emporte tout et tous, et dont l'unité fondamentale est restaurée, c'est l'unité de la vie. Que la lumière soit. Ainsi le monde est arrivé, sorti du chaos, le monde et l'homme.
C'est dans la Genèse. Oh. Je suis fille de l'école et de l'université française laïque. Je suis l'enfant de parents juifs, sans lettres, car un rabbin à qui je demandais comment définir son identité juive m'a répondu que c'est dans la Torah que se prononce le juif. C'est la Torah qui fait le juif, en somme. Du reste, mes parents juifs quand même étaient essentiellement des humains à part entière, des humains accomplis. Je suis aussi angliciste de formation. Tout ceci pour vous dire que la Bible, version King James 1611, est mon livre de chevet. Un de mes livres de chevet, et j'aime y retrouver la Genèse, où je vois un mythe fondateur d'un monde pour l'homme. Sans épouser le créationnisme, on peut être ravi par la création divinement mise en musique par Joseph Haydn, musicien de génie, homme de son monde et de son temps. Sa création, c'est celle d'un monde pour l'homme, et elle s'arrête avant le départ du couple, hôte béni, du jardin d'Éden. Adam et Ève quitteront le jardin pour aller labourer la terre, qui accueillera leur dépouille, car avec la destinée de l'homme, Adam endosse la mortalité. Ça, c'est ma théologie de cuisine. Bon. De cuisine. Deux droites parallèles se rejoignent à l'infini. En parallèle, ensuite, la version chrétienne. Jésus, fils de Dieu, rend le retour possible au paradis perdu. Et avec la résurrection, à la vie éternelle. Ni juive, ni chrétienne. C'est l'amour de la vie et de la musique qui m'a pourtant fait, pendant plus de 20 ans, chanter dans la chorale de l'église des Augustins à Galway, République d'Irlande. J'ai prêté, drôle de mot, on ne prête pas sa voix, on la donne. On dit pourtant j'ai prêté ma voix. Donc j'ai donné ma voix à la célébration des mariages, des enterrements et surtout des grandes fêtes catholiques. Pâques, où je devais subir une liturgie qui n'appliquait pas encore la révision du concile sous Jean 23. Mais la grande occasion, surtout pour mon fils, David, c'était Noël. Ah, il attendait la messe de minuit pour le cadeau qu'il enchantait. Les sublimes mesures de l'Alléluia de Handel, où les voix des sopranos montaient en une séraphique ascension. Voilà. Je vous dis tout cela parce que les joyeuses fêtes dont vous avertissent les petites lumières municipales sont essentiellement des fêtes chrétiennes. La Noël et le jour de l'an a été institué par le calendrier grégorien. Dimanche dernier était le premier dimanche de l'Avent, la période pendant laquelle le monde chrétien se prépare à célébrer Noël. Et ce même 24 décembre, le juif aura allumé la première bougie de Hanouka, la fête des Lumières. Quand la lumière survivant d'une seule bougie aura permis de reconsacrer le grand temple de Jérusalem enténébré par la profanation. Que la lumière soit. Le soleil brille pour tout le monde. Dans cette lumière brillent les innombrables facettes du monde vivant. Et tout ce qui vit sous ce même soleil reflète l'unité fondamentale du vivant. La vie est une. L'eau, ça fait du bien. On était dans le ciel. La lumière, pas de chandelle.
il y a aussi sur la terre, comme au ciel, des donneurs de lumière, des porteurs d'espoir, des guides dans le noir, des passeuses. Lisa, Elisabeth, même prénom, même rôle, pour une même action, une même fin, mener vers la lumière, donner aux voyageurs l'espoir d'une vie qui aura été dérobée à la mort. À Banous, un soir d'automne 1940, une jeune femme qu'éclaire sa conviction militante, socialiste je crois, Elisabeth Eckstein, also known as, excusez-moi, aussi connue comme Lisa Fitko, guide un petit groupe éperdu de fugitifs traqués vers ce qu'ils espèrent pouvoir être la liberté et la vie. Dans une même clarté d'espoir. Une nuit de printemps 1944, une femme, illuminée par sa conviction, elle aussi, militante aussi, catholique, nous guidera sur une route de campagne. Petite poignée de juifs. Nous ne portons pas l'étoile jaune. Cette cynique citation d'un rite moyenâgeux qui nous signalerait à la destruction. Il est temps de partir pour ce voyage de vie que je vous ai annoncé. Mais, que vois-je? Une inscription. Voyageur, souviens-toi. Sur une plaque commémorative, contre un mur de gare, on aurait pu passer à côté sans le voir. Où sommes-nous? Loin de la mer. Nous sommes à Saint-Sulpice-la-Pointe, petite ville du Tarn, sans histoire. Ah. Non, enfin, justement, le mot grince, avec une histoire. Hein? Se souvenir de quoi? À Saint-Sulpice a existé un camp. 4500 indésirables y furent internés entre 1941 et 1944. 223 juifs raflés en août de 1942 par la police de Vichy y furent regroupés, puis transférés début septembre, par les mêmes, au camp de Drancy, et de là, en 2 convois, envoyés par le Troisième Reich au camp d'extermination d'Auschwitz. Les 34 enfants de ce convoi ne sont pas revenus. Dans ce convoi, ou dans un de ceux qui suivirent, il y avait une place réservée pour la famille Kaplan. Elle devait rester vide. Serge, Jean-Jacques, Francine. 3 noms pour 3 enfants qui n'ont pas été de ce convoi. Avant de quitter cette gare où je me suis souvenue et où je vous ai invité ce soir à vous souvenir avec moi. Vous connaissez cette photo, je n'aime pas le mot iconique, prise sur les lieux et dans le moment pour figurer au numéro 14 de l'album du SS Jürgen Stroop, liquidateur du ghetto de Varsovie, le petit garçon au trop large béret, les mains en l'air, lors d'une arrestation du printemps 1943, après l'anéantissement du soulèvement juif. Ce petit garçon, pendant longtemps, c'était là. Autre photo iconique, celle-là, image d'un film, créé pour jouer un rôle dans une fiction, le film de Steven Spielberg, La liste Schindler, 1993. Elle figure dans une reconstitution imaginée de la liquidation d'un autre ghetto polonais, celui de Cracovie. Et l'image, c'est la petite fille au manteau rouge,
qui éveille la conscience du profiteur de guerre qu'était jusqu'à ce point Oskar Schindler. Si la petite fille au manteau rouge a réveillé Oskar Schindler à la réalité de la tragédie humaine qui se déroulait sous ses yeux, le petit garçon au béret a longtemps captivé au sens littéral de rendre captif ma conscience dans une sorte de transe apeurée dont seule a pu me délivrer la secousse d'une prise de conscience semblable à celle d'Oskar Schindler, de la réalité de mon expérience, de mon vécu personnel. Non, je n'étais pas le petit garçon de la photo. Je ne suis pas le petit garçon. De la même manière, dans une transposition similaire, j'ai eu pendant longtemps un problème avec les trains de marchandises. Je ne pouvais pas regarder passer un convoi de wagons à bestiaux, comme on les appelait alors, du type de ceux où on nous hissait et nous poussait, mais où justement nous n'avions pas été hissés ou poussés. J'avais peur de ce qui n'avait pas eu lieu, mais qui aurait pu avoir lieu. Je n'en ai jamais parlé. Ah, c'est que je savais ce que je savais. En 1946, arrivé de la campagne où nous avions été cachés jusqu'à la libération, la vie avait repris à Carmaux, où mon père travaillait comme opérateur dentaire. La seule sortie pour nous, c'était le cinéma. J'y allais avec mes parents, faute de babysitter. Il y avait 3 salles dans cette petite ville minière. On était également mal assis sur des sièges pliants en bois. Comme dans les trains, en 3e classe aussi, on était assis sur le bois. Alors j'ai tout de suite aimé, adoré le cinéma, qui faisait rêver, qui faisait voyager. Mais les premiers voyages furent une terrible épreuve d'initiation. En levant les yeux sur la toile blanche, je reçus de plein fouet, à l'âge dit de raison, des images en noir et blanc de L'Arc-en-Ciel, film soviétique réalisé par le russe Mark Donskoy en 1944. Il y a des images qui restent gravées. 2 ans plus tard, en 1948, avec la dernière étape de la polonaise Wanda Jakubowska, revenue pour faire le film sur le lieu terrible de son internement, il y a des mots qui n'ont jamais cessé de résonner en moi. Qu'elle dit à la dernière image: plus jamais d'Auschwitz. Depuis, j'ai avancé sur le chemin et je peux regarder passer les trains de marchandises, trouvant même un intérêt au bruit qu'ils font en passant. Bruit et rythme qui varient selon le matériau des wagons, leur nombre et la vitesse à laquelle ils défilent et s'évanouissent. Walter Benjamin descend d'un train en gare de Port-Vendre. Mais le terminus du voyage est quelques kilomètres plus loin, Portbou. Que la vie de Walter Benjamin s'arrête à Portbou, c'est un non-sens. Mais la mort a-t-elle jamais un sens? Mourir pour la patrie? Mourir pour une idée? Héros? Martyr? Prétexte? Manipulation? Donner sa vie pour un autre? Oui, la formule le dit tout. On peut bien faire un saint de celui qui l'a fait, le père Maximilien Kolbe à Auschwitz. Justement, là où on tue en série en masse, même pas pour une idée, car la machine de mort tourne, et la vie des hommes est anéantie, c'est tout. Non, le sens, il est dans la vie.
inhérent à la vie. Et c'est donc en elle qu'il faut le chercher. Ainsi, on peut dire que la vie n'a pas de sens séparé d'elle. Elle est ce sens, unique à chacun et commun à tous. Pour Walter Benjamin, sa vie personnelle, dit-il, lui importe moins que son œuvre. Son œuvre est le sens de sa vie. Et dans les derniers vacillements de la flamme de vie, il s'inquiète de son œuvre, le manuscrit dans la mallette. La mort emporte sa vie d'homme, mais c'est son seul butin. Elle ne ravit pas le fruit de son labeur. Le butin est là, pour nous. Le juif, personne déplacé de l'histoire. Il emporte avec lui son violon, et la communauté du shtetl emporte les rouleaux de la Torah, avec soin, avec amour, en les protégeant. Pour Walter Benjamin, l'instrument à penser, dont il est virtuose, disparaît avec lui, mais pas ce qu'il en a tiré. C'est là, dans ce manuscrit, dans cette mallette, à laquelle il est vitalement attaché. Ce manuscrit est sans prix. Il reste introuvé, peut-être parce qu'il est introuvable, peut-être parce que, comme l'œuvre d'art, unique avant la reproduction industrielle, il est dans le regard de celui qui le trouve, en bribes, en fragments, en morceaux de choix. Celui qui s'en délecte ou qui peine à la construire, cette œuvre, à y trouver ou à en trouver l'unité, l'harmonie, la signifiance, comme le chercheur scientifique cherche celle du monde. Ah, ouais. Avec le matériau qu'il a laissé en abondance, disséminé, semé, signe, trace tout le long de ses 48 ans de vie, comme le petit poussé qui semait ses cailloux blancs pour l'aider à rentrer chez lui, retrouver son chemin depuis les profondeurs obscures de la forêt. Il ne s'était pas perdu, mais on l'avait perdu. Walter Benjamin a semé des cailloux précieux sur son chemin pour rejoindre quel chez soi? Quel foyer d'accueil cherche-t-il pour son esprit, son intelligence, sa sensibilité? Son ami Hannah Arendt dit qu'il pensait poétiquement. Alors, je vais lui offrir les vers du poète romantique russe Mikhail Lermontov, dont me parlait mon père. Les voici, traduits en français. Je ne suis pas né pour l'agape ou l'amitié. Je suis, dans mes pensées, un éternel errant. Car de cette célèbre mallette noire laissée derrière lui dans la chambre d'hôtel à Portbou, émane en fait une œuvre, Annie, où est-elle? Monumentale, dit-elle. Elle est fascinée, mon amie Annie, par ce monument de pensée où viennent se recueillir, étudier, s'émerveiller, s'interroger les touristes de l'espoir, de l'esprit et de la mémoire. Et moi, je suis plus pour les cailloux du petit poussé, où le regard et la pensée du chercheur chanceux rencontrera peut-être le diamant d'une pensée éclairant, l'illumination. Mais c'est culturel, car sur une tombe juive, le visiteur ne dépose pas de fleurs, mais une pierre. Walter Benjamin n'a pas de tombe où déposer la pierre, pour marquer le passage de la pensée du visiteur. Il est mort à Portbou. Mais quelques semaines plus tard, quand arrive son amie philosophe Hannah Arendt, elle ne trouve pas de tombe dans le cimetière de Portbou, mais elle trouve un site. Et comme elle le dit à un ami commun, qu'elle informe de sa mort, c'est un des sites les plus fantastiques, les plus beaux que j'ai jamais vus de toute ma vie. C'est ce que je peux appeler le cimetière marin à Portbou. Et nous irons à la fin de mon récit. Nous irons en pensée, si vous le voulez bien. J'ai découvert le chemin qui y mène. Le jour même où il a officiellement reçu son nom. C'était le hasard, comme par hasard. Une semaine après notre arrivée à Banyuls. Mon mari, notre fille et moi, non pas en touriste de passage, en passant,
mais pour nous y arrêter et pour y vivre, pour mon mari et moi, notre retraite. Pour moi, c'était le retour en France. Après 36 ans de vie à l'étranger, dans un autre pays que mon pays natal. Une terre qui s'était révélée, évidence, the land of my heart's desire, la terre du désir de mon cœur. J'avais quitté la France, qui m'avait vu naître, grandir, trompant la mort grâce à ses justes, qui m'avait nourri du meilleur de son humanisme, comblé des richesses de ses arts-lettres, mais il lui manquait quelque chose, et mon regard n'était pas ébloui par les lumières de la réussite. J'avais fait des débuts prometteurs, mais je n'empruntais pas les sentiers que ces débuts m'engageaient à suivre. J'étais en manque, et c'est l'Irlande qui allait y pallier, pendant 36 années de pleine vie, mais très peu de plein soleil. Ah, Bagnols-sur-Mer, pas imaginer, mais c'était revoir le ciel intensément bleu et sentir le soleil intensément chaud. C'est dur l'Irlande, pays nordique. Pourtant, ce retour n'était pas sans nuages. Une semaine après avoir posé nos valises dans notre nouveau foyer sur les hauts de Banyuls, face à la montagne où passe la frontière avec l'Espagne, le hasard, cette inauguration, mais aussi mon choix de seconder le hasard, en y participant. Et me voilà, sur le chemin, montant, malaisé, par lequel le philosophe juif allemand, Walter Benjamin, aidé et guidé par une main fraternelle, avait tenté de regagner la liberté et la vie, en passant par l'Espagne pour rejoindre l'Amérique. C'était dur, ce chemin montant, vers le passé, malaisé cette remontée, car les pierres sur lesquelles je butais, les pierres qui risquaient de me faire dégringoler, c'était aussi les pierres remontant du passé qui me rattrapaient. Catching up with me. Et avec le passé devant moi, sur ce chemin, je rencontrais l'ombre dans mon passé, l'angoisse, la peur, la souffrance, la colère rentrée, l'indignation refoulée, de l'injustice dont mes parents, parmi tant d'autres, avaient été victimes et avaient failli périr. Mais heureuse rencontre, je rencontrais aussi Walter Benjamin, seulement dans un livre, le beau livre de Jean-Pierre Bonnel. Heureuse rencontre bis, l'auteur du livre Bien vivant, qui a animé cette marche. Et c'est grâce à lui que ce voyage peut avoir lieu maintenant, vital pour moi, et j'espère intéressant pour vous. Allons, en route. Bon départ. Pour démarrer, un point de départ, tangible, une gare, Paris-Austerlitz. Bon, je cherche des photos de la gare et des voyageurs à l'époque, je les trouve. Ouh, des photos sans lumière. Non, ce n'est pas dans cet éclairage que je peux retrouver et imaginer notre départ de Paris. Ouf, des images sans vie. Je vais chercher la vie, là où elle est encore. Je vais chercher les voyageurs qui vont bientôt partir. Et c'est moi qui vais prendre une ultime photo avant le départ. Photo imaginaire. Ne bougez plus. La vie est suspendue. Le temps d'un sourire. Il y aura un après. La vie aura repris son cours. Mais il y aura eu la fin de ce mouvement qui est pris par cette photo. Ça sera la photo d'un avant à jamais disparu. Et mon regard la scrute dans un après qui continue au rythme de ma vie. Ces portraits, que je vais vous faire tout de suite, là, je les ai imaginés à la lumière de mes souvenirs parce que je ne veux pas qu'ils soient abandonnés à l'oubli. Je veux les placer dans ma vie et les faire participer à ce que j'ai appris et que je continue d'apprendre. Fidélité. Les voilà, ils arrivent. Les acteurs, deux hommes jeunes,
40 ans à peu près. Deux femmes, une la trentaine, l'autre un peu plus jeune, et puis un enfant, un garçonnet, environ 7 ans. Alors, on va commencer par les hommes. Et si je les présente d'abord, c'est qu'ils sont arrivés les premiers sur la scène. Alors, Nicolas Calmen Kaplan, mon père, et son frère, Marc David Kaplan, qui changera son nom en Dimitri Kirsanov. Sur la même photo, même voyageant aussi, Mathilde et Monique, leurs épouses, et le petit garçon, c'est le fils du premier couple. Les hommes, ce sont des musiciens. Je les présente comme musiciens d'abord parce que la musique est un des principes essentiels, principes vitaux de leur vie, et un des vecteurs essentiels. La musique que Yehudi Menuhin appelle « the music of man », celle qui fait Bach et Beethoven, mais qui fait aussi l'homme, vous et moi. Alors, l'aîné, Nicolas, mon père, c'est le violon, son frère, le violoncelle. Pour Nicolas, c'est simple, la musique est son roc et sa forteresse. Avec son frère, David, c'est un peu plus complexe, car il excelle dans le violoncelle, mais il sait aussi apprivoiser la lumière, caresser la forme du bout du pinceau, et quand il rencontrera l'image animée, les yeux levés sur l'écran, dans l'orchestre où il accompagne la projection d'un film muet, le cinéma deviendra la passion de sa vie. Ces deux-là, Nicolas et David, futur Dimitri, viennent du froid. Ce sont des émigrés venus du Nord. Ils ont quitté une terre et un climat où leur jeunesse se trouve à peu de douceur, leurs aspirations peu d'encouragement et leurs rêves peu d'écho. Le plus jeune, David, le premier, a tourné le dos à ce pays chiche de lumière et de chaleur. Il part vers le sud, vers la lumière et la chaleur d'une culture qui favorise et encourage la vie sous toutes ses formes. À Paris, il pourra suivre l'enseignement qui permettra l'épanouissement de son talent musical. Ce jeune aventurier n'a pas 20 ans quand il prend le chemin de la ville lumière. Le récit de cette odyssée, pendant les derniers mois de la Grande Guerre, relève du picaresque. Entre autres aventures, à pied, sur les routes où les hommes d'Europe se battent encore dans les derniers sursauts d'une lutte fratricide, il a été pris pour un espion et a échappé de justesse au peloton d'exécution. Il s'est arrêté à Berlin pourtant, avant de gagner Paris. Il est venu pour la musique. Ah, mais une autre vocation lui sera révélée. Il sera cinéaste. Un des premiers à donner substance à ce mot qui a été créé par Louis Deluc. Seul dans Paris, ce jeune émigré, non. Il n'a pas été long à trouver une complice dans la création artistique et une partenaire dans sa vie. C'est une jeune Bretonne, partie elle aussi à la découverte d'elle-même. Elle s'appelle Germaine Lebas et elle deviendra Nadia Sibirskaya. David, lui, deviendra Dimitri Kirsanov. On dit que la Russie était à la mode. Leur premier film, L'ironie du destin, naîtra en 1921, disparaîtra sans laisser de traces. Ménilmontant, 1924, film muet, le premier sans intertitre, aura sa première sortie en 1924, vous en verrez une photo. Salué par la critique artistique, ignoré du public, qui fait vivre l'artiste. Ce chef-d'œuvre, film culte, deviendra un classique, un modèle du cinéma des années 20, admiré et étudié, plan par plan, dans les écoles de cinéma. Mais elle ne fait pas vivre son homme. Entre-temps, le frère, un tout petit peu aîné, l'a rejoint dans cet exil choisi. C'est mon père, Nicolas Calmen Kaplan, récemment diplômé de l'école de médecine de Tartou, leur ville natale, dans ce qui était au moment de leur naissance une province de l'Empire russe, sous le règne d'Alexandre III. Issu d'une famille de commerçants venus de Lituanie,
les frères Kaplan ont eu à négocier leur place dans la société de leur temps. Juifs, ils sont soumis au régime restrictif et privatif qui est la politique tsariste par excellence. Leur accès à l'enseignement supérieur est strictement limité. Le numerus clausus, ils doivent faire montre d'excellence pour y accéder. Pourtant, ils sont médecins dans la famille de Zussmann Kaplan, mon grand-père. Le fils aîné Joseph a même reçu les honneurs de l'armée impériale. Le petit Kalmen, mon père, parviendra aussi à faire ses études médicales. Il les interrompra pour se porter volontaire dans l'armée de libération estonienne, qui intègre le conflit germano-russe dans la guerre de 14-18 pour livrer leur guerre d'indépendance. Après la chute de l'Empire, leur lutte sera mêlée à la guerre civile russe qui oppose les Blancs et les Rouges. Le petit soldat Kaplan, à peine 1,60 m, au milieu des géants estoniens, ne verra pas le feu, il me l'a raconté, mais il bivouaquait d'un camp à l'autre, d'un château à l'autre, dans la forêt estonienne. Mais le conflit fera une victime dans sa famille, son père, pris comme otage dans une rafle de l'armée rouge, faisant irruption à Tartu et massacré avec d'autres malheureux. Avant qu'un assaut des troupes de l'armée de libération estonienne ne mette en fuite les brigands rouges. C'est le 14 janvier 1919. Et Nicolas devra aller reconnaître le corps de son père sur la dalle de l'amphithéâtre de l'université où les cadavres sont exposés. L'épisode est commémoré par une plaque sur le mur de la banque dont la cave fut le théâtre de cette atrocité. Le 2 février 1920, le traité de Tartu redonnera son indépendance à l'Estonie. Mais c'est à Paris que Nicolas recevra son diplôme DIPL 2OM, estonien, officiel, rédigé dans la langue estonienne, redevenue langue officielle. Il a quitté son pays sans regret pour aller lui aussi vers la lumière, Paris, capitale de Saint-France. De cette France en qui il voit lui aussi la mère des arts, des armes et des lois. Au lycée russe, il a aimé plus que toute autre discipline la langue française, où il excelle, et l'histoire, où il a adoré le siècle des Lumières. Et il ne se défend pas d'admirer le jeune général de la Révolution, Bonaparte, même s'il devient l'empereur Napoléon. Quand il rejoint son frère à Paris, mon père y retrouve la lumière de la ville, les lumières de la ville, et surtout la chaleur de la vie dans la personne de son jeune frère. Il n'a pas connu sa mère, il avait 2 ans quand elle est morte. Fille, qui sera la petite dernière de la famille. Les convulsions de l'histoire qui ont fait de leur père une de ces innombrables victimes, témoins innocents, en feront d'autres. La petite sœur, Annchen, sera déportée en Sibérie par les soviets. Elle reviendra. Mais le frère aîné, Joseph, j'ai dit qu'il était médecin de l'armée impériale, périra lors de l'invasion nazie de juillet 1941. L'histoire est en train de balayer les vies dans une course folle, empilant les décombres. Mais certains ont pris les devants, déjouant le sort en choisissant un autre chemin. Fort de cette passion de la vie qui émane de lui, David, le chaleureux, s'est lancé seul au péril de sa vie sur des routes infestées. 4 ans plus tard, son frère a pris le même chemin. Derrière lui, dans le plat pays froid, ils ont laissé les tombes de parents dont ils ont si peu connu l'amour. Pour mon père, il allait aussi laisser derrière lui un rêve dont il s'est lui-même amputé. Il ne fera pas une carrière musicale comme violoniste, mais sa passion de la musique ne quittera jamais sa vie. Et le violon restera l'instrument de cet amour. Il n'en cessera la pratique que lorsqu'il n'aura plus la force de le tenir. Il emporte aussi sa qualification professionnelle, médecin. Il aiderait son prochain à vivre. Et plus spécialement, il souhaiterait, en tant qu'obstétricien,
assister à sa naissance, l'aider à naître. Malheureusement, son diplôme étranger ne le lui permettra pas. Il se contentera. Non, il sera content au sens anglais, satisfait, de participer au mieux-être de son prochain en soulageant sa douleur dentaire et en choisissant toujours de soigner et sauver la dent plutôt que de la remplacer. Ce qui provoquera parfois la surprenante, l'est-elle vraiment, réaction du client impatient. Bah, arrachez et mettez-moi un beau dentier. Non, Nicolas Kaplan ne sera pas un arracheur de dents. Il sera un sauveur, un réparateur de dents. Si le voyage d'Estonie à Paris apporte d'emblée pour les deux frères le mieux-être, la lumière, la chaleur des retrouvailles, ce n'est pas un accès à la douceur de vivre dans un confort matériel, même relatif, pas de délices de Capoue. Les deux frères Kaplan vivent chichement grâce au petit pécule que leur envoie Joseph, le frère aîné médecin resté au pays, qui continue jusqu'à l'invasion nazie, qui mettra fin à sa vie. Pour Dimitri, la pénurie a porté ses fruits. La nécessité a été l'aiguillon de sa vocation. L'œil a volé la priorité à l'oreille quand, le regard ne quittant pas l'écran, il a choisi de devenir cinéaste. Nicolas, diplôme étranger, ne peut pas exercer la profession qu'il souhaite. Il va trouver le doyen, carrément, ça pouvait se faire à l'époque, de la faculté de médecine de Paris, et obtient le droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, moyennant un cycle écourté d'études de l'art dentaire, mais à une condition essentielle, prouver son désir d'intégration par une connaissance de la langue nationale égale à celle d'un locuteur natif, en passant avec succès les épreuves du brevet d'études dans l'année qui suit. Il a 1922, il a 24 ans, il sera avec les petits garçons qui passent leur brevet. Qu'à cela ne tienne. Dans une chambre de bonne du 3e arrondissement, au cœur de ce qui n'est pas encore le quartier chic du Marais, Nicolas s'attelle au français, par correspondance, l'école Pigier. Et quelques mois plus tard, il cherche anxieusement son nom sur la liste des candidats reçus aux épreuves écrites du brevet d'études. Un parmi les centaines de collégiens insouciants et insoucieux, moitié plus jeune que lui, et parmi eux probablement lui le seul pour qui tout l'avenir est en jeu. Il ne pourrait pas refaire une année d'études. Et j'ai la page jaunie du journal où figure son nom. Je ne l'ai pas apporté. L'oral s'est bien passé. Des années de vie plus tard, à mon chevet, il me lit un conte de Guy de Maupassant, un de ses auteurs préférés. Le collier, je crois. Ah, c'est loin des malheurs de Sophie. C'est triste, c'est terrible, mais c'est beau. Cette langue, ça coule comme de la musique. La langue du plus grand auteur de nouvelles françaises. Pourrait-elle être servie avec plus de justesse et de sensibilité que par cette voix étrangère? En fait, je n'ai appris que bien plus tard que le français n'était pas la langue maternelle de mon père. Mais c'est pourtant son frère, Dimitri Kirsanov, qui traduira au cinéma, en images, un conte de Maupassant, transposant le sublime Deux amis en une admirable narration par l'image. Il n'existe. Encore une fois, la vie les séparera, cette fois sans retour. Dimitri Kirsanov meurt d'un infarctus, seul, dans un bureau d'un immeuble des Champs-Élysées. Il devait être en train de travailler sur son projet le plus cher, faire le film de Crime et Châtiment de Dostoïevski, une œuvre de la littérature russe qu'il connaissait et aimait. Celle-là spécialement. Mort stupide, aveugle. Aboutissement de sa vie.
Fin de son rêve. Ce bureau sans fenêtre, aussi aveugle que la chambre d'hôtel de Walter Benjamin à Portbou. Mais lui aura une tombe, parisienne, juive, où le visiteur peut déposer sa pierre. Mais pour lui aussi, disparu à 58 ans, 10 ans de plus que Walter. L'important, c'est sa mallette de cinéaste. Elle ne contient pas de Crime et Châtiment dont il eût fait, j'en suis sûre, une magnifique narration filmique. Mais on peut y retrouver quelques courtes pièces de vrai cinéma. Œuvres originales, œuvres d'art, avant l'industrie et les effets spéciaux, où rayonne aussi son génie poétique. Son mémorial, c'est cela, l'œuvre singulière de Dimitri Kirsanov, titre du livre qui lui a été consacré en 2003. Par amour, on peut, et pour l'amour du 7e art, il faut visiter Ménilmontant, Brume d'automne, Les berceaux, Rapt, où la musique originale d'Arthur Honegger le rejoint en une narration parallèle. Deux amis, d'après Maupassant. D'autres œuvres encore, éparses, introuvables, oubliées. Si, comme Walter Benjamin, Dimitri Kirsanov est mort seul, il a été dans sa vie d'homme bien accompagné. L'une puis l'autre, deux femmes ont été avec lui et pour lui de vraies compagnes de lutte et de travail. Germaine, devenue Nadia, puis Noël, devenue Monique, ont partagé ses joies et ses peines, soutenu ses espoirs, compris ses déceptions, avivé la lumière des beaux jours, adouci et égayé les passages sombres. Je vais vous dire quelque chose en hébreu parce que c'est très beau. C'est ma mère qui le disait, qui savait de quoi elle parlait. Tovim ashnaim min ha'echad. Ça veut dire Tovim mieux, ashnaim deux, min ha'echad qu'un. En septembre 1939, dans le salon rose du 28 rue Marbeuf, il y a la deuxième femme de Dimitri, Monique, née Berthe Noël Bessette. Ils se sont rencontrés sur leur terrain de travail, le studio où elle faisait ses armes de monteuse. Elle aussi, au même âge que lui, 18-19 ans, a quitté un climat et une terre où elle ne se sentait ni être, ni pouvoir devenir ce qu'elle voulait être. Pour s'accomplir, il fallait partir. Seulement la route était moins longue et moins hasardeuse des Alpes françaises à Paris. Elle avait commencé son apprentissage au studio de Boulogne-Billancourt en balayant les bouts de pellicule dans les salles de montage. Elle deviendra chef monteuse. Mais je continue la présentation de la photo. Nous avons vu les deux messieurs, nous avons vu ma tante Monique, et il y a ce petit garçon, c'est mon frère, et l'important c'est qu'il dirige notre attention sur la quatrième personne de la photo. C'est sa mère, c'est ma mère. Regardez-la. Cette jeune femme aux épaules rondes, le dos un peu arrondi aussi, assise au bord d'un des fauteuils, velours rose, un peu penchée, les mains croisées sur les genoux, une pose de douceur, de grâce, de naturel. Il n'y a pas de pose, pas de raideur, un visage arrondi, slave, pas d'inquiétude, encore moins d'effroi. Seulement, son regard a attiré celui de son fils, puisqu'il la regarde. Le petit garçon a dû interroger les visages autour de lui, des visages graves. Qu'a-t-il lu dans celui de sa mère? Qui est Mathilde à ce moment-là? Son histoire va vous le dire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'hier et d'aujourd'hui. Mathilde Kaplan, née Samsonov, ici présente, sur cette photo imaginaire, le 3 septembre 1939, est née en 1908 à moins de 10 km d'ici, Maison-Alfort, commune au sud de Paris. Mais oui, elle est presque d'ici.
mais c'est aussi presque par hasard. C'est à cause d'une histoire de bêtes, de chevaux, de vaches et autres animaux utiles à l'homme. En effet, c'est pour que les bêtes vivent et que les hommes, grâce aux bêtes, survivent, que le père de Mathilde, Yitzhak Samsonov, a quitté la Palestine pour apprendre la science vétérinaire dans la célèbre école vétérinaire française de Maison-Alfort. Ce n'était pas prévu quand, en 1890, lui et ses 5 frères sont partis de leur Russie natale, petite caravane suivant un père idéaliste et une mère au tempérament de pionnier du Far West, pour rejoindre ce qui était en train de redevenir terre promise, la Palestine, alors une province de l'Empire ottoman. Depuis 1882, le baron Edmond James Jean de Rothschild, juif parisien philanthrope, envoie ses agents négocier l'achat de terres qui sont alors parties de l'Empire ottoman. En même temps, il encourage et soutient le départ des Juifs soumis au brimats des persécutions des régimes en Europe de l'Est vers la Palestine ottomane. Les terres de la Palestine ottomane que parviennent à acheter les émissaires du baron philanthrope sont le plus souvent impropres à la culture et demanderaient d'être au moins aux mains de gens habitués au travail de la terre. Ce que n'est pas, faute d'y avoir eu accès dans leur vie antérieure, le profil des nouveaux colons idéalistes de cette terre repromise. On abandonne des terrains marécageux où sévit la malaria, on s'installe en hauteur, il faut transporter l'eau, les mulets meurent de la malaria, d'autres maladies, on a besoin de lait, le bétail meurt, il faut soigner les bêtes pour que les hommes survivent. On créera une école d'agriculture et Yitzhak, remarqué, choisi et formé en France par les soins du baron, sera de retour en Palestine en 1909. Ma maman a 1 an. Pour exercer son métier, en apportant à la science vétérinaire sa compétence, son dévouement et sa passion scientifique. Il sera le fondateur en 1922 de l'Association des vétérinaires juifs de la terre d'Israël, ainsi que le rappelle une plaque sur sa maison, la première bâtie à Haïfa, dans le quartier balnéaire. Cette plaque honore un moment fort et brillant de la vie de mon grand-père maternel. Elle fait étrangement pendant à l'autre plaque, qui, loin de la terre promise dans une ville du nord de l'Europe, rend un triste hommage à mon grand-père paternel assassiné. Mathilde est la fille de ces familles de pionniers, réfugiés, arrivés en Palestine ottomane dans les dernières décennies du XIXe siècle, communauté juive devenue la classe professionnelle, éduquée et éducatrice, qui travaille à créer les fondations du pays qu'ils espèrent voir renaître. Comment, partie de là-bas, est-elle arrivée ici? Sur cette photo, datée de 1931, une photo floue, tout écorné, témoin précieux, c'est l'unique photo des fiançailles de mes parents. Comment se sont-ils fiancés? Comment se sont-ils rencontrés, ces deux-là? Comment sont-ils arrivés à ce moment-ci? C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'hier et d'aujourd'hui. Née presque à Paris, Mathilde a été élevée dans la Palestine du mandat britannique. Jeune fille de bonne famille, douce, charitable, aimée de tous, adorée de ses cousines, Samsonov, Kaufmann. Outre l'amour, agapé, qu'elle sert et pratique au quotidien, elle a une autre passion, la musique, qu'elle sert et pratique de même, le piano. Après l'école primaire, en hébreu, à Haïfa, elle est envoyée faire ses études secondaires en France, interne, au lycée de jeunes filles Victor Duruy, à Paris, où elle retrouve en fin de semaine sa tante Betty, sœur de Rachel, sa mère,
Et elle trouve aussi sa cousine Juliette. À quoi rêvent ces jeunes filles, qui est bien qu'aussi différente que Chalk and Cheese, savent accepter et apprécier cette différence. Les études secondaires terminées, Juliette, la petite cousine, est en France. Elle va à la fac de droit. Elle adore la vie étudiante et s'y amuse avec pertinence. Mathilde, par contre, rentre à Haïfa et s'apprête à suivre la voie que ses parents ont choisie pour elle. Elle occupera la place et remplira la fonction que sa condition et sa famille lui destinent dans le tissu social de ce lieu et de ce temps. Se marier, fonder une famille, édifier un foyer juif. On lui a choisi un partenaire, on a aménagé le nid, le piano y est déjà, car il fait partie du tableau, par amour de la musique autant que par convenance. Mais voilà que la sage jeune fille, rentrée de Paris, a frappé une touche qui ne sonne pas juste. Une infection bénigne mais prolongée a gardé le fiancé choisi cloué à sa chambre et a été pour elle l'occasion de faire connaissance avec le futur compagnon de sa vie. Sa devise de base, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mathilde n'a pas besoin d'en entendre plus, c'est le mot de la fin, elle rend la bague, Anna c'est son père, ce mariage se fera sans elle. Yitzhak adore sa fille. Il rentre sa déception, sa confusion, sa fierté blessée, car il est un personnage en vue dans la communauté. On va s'étonner dans les bureaux de la Palestine Jewish Colonization Association. On commentera dans les salons de la bonne société juive. Qu'il en soit ainsi, il n'ira pas contre le cœur et l'esprit de sa fille. Mais pour épargner à sa dignité et à sa modestie naturelle cette exposition au regard et aux propos environnants, il lui est suggéré de retourner à Paris. Mathilde quitte la Palestine. 1930. Elle y laisse sa famille, des parents aimants, 2 frères plus jeunes, mais elle n'y laisse ni rêve, ni projet de vie. Paris en sera-t-il l'occasion et le théâtre? Elle y trouve un accueil familial chaleureux chez sa tante Betty, et la prestigieuse école normale de musique offre une invitation enivrante à poursuivre des études musicales et approfondir celle du piano. Elle y répond avec ardeur. Elle pratique avec ferveur Bach et Beethoven. Enthousiaste, elle suit les cours de l'incomparable Nadia Boulanger, chante dans le chœur, Bach et Beethoven encore, j'ai les partitions. Elle a une amie à l'école, imaginez, une princesse persane, la rêveuse Néranguise. Et à la maison, elle a Juliette, la cousine, la rigolarde. Et il y a quelqu'un d'autre. Un autre membre de la famille Kaufmann de Paris, qui vient régulièrement lui apporter l'encouragement de sa chaleureuse et poétique présence et de sa fraternelle, plus que paternelle approbation. C'est l'oncle Hermann, le plus jeune des Kaufmann à Paris, le plus jeune frère de la tante Betty. Un visage rêveur, des yeux clairs. Tous les Kaufmann ont les yeux bleus, des yeux qui cherchent, qui s'étonnent. Hermann, c'est le poète. Sur le plan matériel, réussite nulle. Il est toujours parti dans des projets mirobolants qui n'aboutissent jamais. Mais ses besoins matériels sont minimes. Hiver comme été, il se promène en sandales de moine franciscain, se nourrit frugalement sans produits animaux. Et pour déjeuner chez sa sœur Betty, il vient de Paris à pied. Il est heureux d'y retrouver cette nièce au doux et beau visage, mais dont il sent la force et la passion sous cette féminine rondeur. Il lui souhaite un amour digne d'elle. Lui-même se contente d'en rêver. Ainsi, j'adore, j'ai trouvé des poèmes, il écrit un poème pour une belle dame croisée au jardin du Luxembourg. Et il dépose le poème sur une chaise de l'allée où elle repassera peut-être, où elle le retrouvera. C'est aussi un étudiant perpétuel.
rêvant sur les bancs de l'école dentaire française, il y a remarqué un élève pas comme les autres, un peu plus avancé en âge et surtout différent dans sa manière et ses manières. Et c'est vers cet étranger qu'il s'est tourné quand il a eu besoin d'une petite somme d'argent pour financer un énième projet réussite assurée. Sa famille, lassée, lui ayant refusé une autre avance. Et oui, c'est Nicolas Kaplan qui lui fait cette avance, en lui précisant la nécessité d'un remboursement ponctuel pour lui permettre d'aller jusqu'au bout du mois. Hermann remboursera à temps, avec une estime accrue et une reconnaissance émue pour l'auteur de ce geste généreux. Quand, à déjeuner, un jour d'été 1930, Betty se plaint que non seulement son nouvel appareil la blesse, mais qu'en plus, son dentiste a le culot d'être en vacances. Pourquoi ne vas-tu pas voir mon ami qui vient de s'installer, le jeune docteur Nicolas Kaplan? Et se tournant vers la nièce aimée, tu pourrais l'accompagner, Mathilde. Elles iront, toutes deux. Betty a l'œil et la langue aiguisés de celle qui ne laisse rien passer de ce que la vie présente, bon et mauvais. C'est ce qu'a fait sa réussite, sa curiosité, son intérêt pour les choses de la vie, remarquable vitalité, nourrissant un joyeux et robuste appétit de vivre. Elle a remarqué, dans la salle d'attente, la présence de la musique, dans cette très simple installation. Un violoncelle dans un coin du salon d'attente. Le praticien, petit, frêle, économe de parole, mais aisé, précis de gestes, lui rend le dentier après le coup de lime ou autre geste réparateur. Je vous dois? Mais rien, madame, c'est un service entre collègues. Mathilde a dû lever les yeux. Ces paroles ici sont une musique désintéressée, le contraire des autres paroles qui lui ont fait tourner le dos au fiancé choisi. Betty aussi a remarqué et enchaîne avec désinvolture, dialogue. J'ai remarqué un violoncelle au salon d'attente, vous en jouez? Non, c'est mon frère, je joue du violon. Ah, comme c'est intéressant, ma nièce, là, désigne Mathilde. Menton pointu, hein. Elle étudie le piano à l'école normale. Vous pourriez jouer ensemble. Comme au jardin d'enfants, où les mamans organisent ce qu'on appelle le playdate. Ils joueront, oui, des sonates de Mozart, de Beethoven, des trios aussi, avec Dimitri au violoncelle. Et puis, ils se marieront. Ce sera par un jour froid de décembre 1931. Les pères et mères respectifs des mariés ne sont pas présents. Mais les parents de Mathilde, qui eux sont en vie, feront le voyage depuis la lointaine Palestine du Mandat à chaque naissance des enfants de leur fille. Ce jour-là, son mariage, elle est entourée par une délégation Kaufmann de Paris. La trépidante Betty, sa jumelle, la douce Rose, qui sera déportée. Et l'oncle Bernard, l'aîné, qui, à l'opposé de son jeune frère, s'est inquiété des fondations économiques du jeune couple. De cet événement, j'ai trouvé une seule photo, taille d'un grand timbre-poste. Un peu flou, visage de jeunes époux, blanc et noir, le blanc plus blanc, par le sourire de la mariée. Fondu enchaîné, naissance de Serge Samuel, mon frère, en 1932, puis deux autres enfants, 1935, mon frère Jean-Jacques, 1939. Je n'ai pas retrouvé Hermann, le bon génie, artisan de ce pacte de vie.
Seulement j'ai appris qu'il avait lui aussi disparu dans la tourmente. Je l'ai cru parti en fumée, comme sa sœur Rose, la jumelle de Betty, comme le mari de Betty, comme leur frère Maurice et toute sa famille, et comme. Je leur ai élevé un cénotaphe dans mon souvenir, jusqu'au jour où Juliette, la nièce, m'a dit qu'il avait été abattu dans une rue de Paris pendant l'occupation. Je me suis demandé ce qu'avait pu lire l'assassin nazi dans le beau regard clair d'Hermann Kaufmann, pour ainsi le supprimer. J'ai fait des recherches pour retrouver ce banal épisode d'une sombre période. Elles n'ont pas abouti. Et revoilà, ce dimanche 3 septembre 1939, tous les personnages sont sur cette photo imaginée. Ils vont tous quitter Paris, la ville lumière, théâtre et témoin de leur réussite personnelle. Ils vont quitter le terrain où leur vie prenait racine, prometteuse de fertile développement. Ah non, ce ne sont pas des conquérants, avides, ambitieux. Ce ne sont pas des aventuriers, curieux d'autres horizons. Ils vont quitter ce qui n'est plus un lieu de vie fiable. Car sur Paris, ville lumière, Est. Septembre 1939, ils prennent le train en gare d'Austerlitz, à destination d'une ville du milieu de la France, loin de Paris. C'est en gare d'Albi que descend du train la famille, composée de Nicolas Kaplan, chirurgien dentiste, 41 ans, sa femme Mathilde, née Samsonov, 31 ans, et leurs 3 enfants, Serge, 7 ans, Jean-Jacques, 4 ans, et le bébé Francine, 3 mois. Ils sont accompagnés par un couple plus âgé, les parents de Mathilde, Yitzhak Samsonov et son épouse Rachel, venus en France pour la naissance du 3e enfant de leur fille, refaisant le voyage en bateau, depuis Haïfa, Palestine mandataire, comme ils l'ont fait sans encombre à chaque naissance au foyer de leur fille. Cette fois, cependant, le gouvernement britannique ne les autorisera à retrouver leur propre foyer qu'après une longue période de résidence forcée à Chypre. Quel concours de circonstances, quel hasard les font débarquer sur le quai de cette gare, Albi. C'est un heureux hasard, un heureux concours de circonstances. Car ce voyage aura été la première étape d'un voyage vers la vie en période d'intense danger. Pour d'innombrables familles juives, entre 1940 et 1945, un quai de gare et le voyage qui s'y achève auront été la dernière étape. Ici intervient un Deus ex machina, une intervention providentielle. Je reprends la photo des fiançailles. Elle est floue. Outre le jeune couple et le frère cadet Dimitri, il y a 2 personnages qu'il me faut retrouver et replacer pour leur redonner le rôle majeur qui est le leur. Je vous assure, c'était un travail de détective. Alors, je les présente. C'est un couple. Lui, Pierre-Henri, journaliste, pionnier du journal de cinéma. En 1919, il a fondé le magazine Ciné pour tous. Il est à l'avant-garde du journalisme cinématographique, comme le jeune Dimitri Kirsanov est à l'avant-garde de cet art nouveau. Sa femme, Marie-Louise Chaubard, elle aussi journaliste de cinéma. Ses origines familiales nous intéressent. Ah, Marie-Louise, issue d'une famille bourgeoise, honorablement et confortablement installée à Albi. Sa mère, une demoiselle Guiraud, s'honore d'avoir un frère polytechnicien, sous-gouverneur de la Banque de France de 1934 à 1937, puis président de la BNCI, Banque nationale pour le commerce et l'industrie. Son activité dans les hautes sphères économiques et financières requiert une vie familiale équilibrée, sans problème, sinon porteuse. En fait, son épouse exemplaire
est morte inopinément. Et un des deux enfants, Pierre, a besoin d'un régime spécial. Il ne peut être élevé comme son frère, Michel. Pour ce cousin de Marie-Louise, la solution est donc une institution spécialisée. Mais intervient alors ce que j'appelle un ange gardien, une amie de la famille, qui dit non, cela ne sera pas, et agit. Elle adopte le garçon, elle le sauve de l'institution. Cette même femme redira non et agira en s'interposant pour que nous ne fassions pas partie d'une solution, la solution finale. Cela ne se fera pas. Cela ne s'est pas fait. Avec le même respect de la personne humaine, la même conviction, le même amour, elle intervient à temps pour sauver de l'asile psychiatrique un enfant issu de la haute bourgeoisie française et in extremis pour sauver de la rafle une famille de juifs étrangers que la France, après les avoir accueillis, a changé en proscrits. Cette femme étonnante, c'est Madame Roll. Dame d'un certain âge, déjà, à l'époque, je ne la vois qu'avec des cheveux blancs. Elle reste à ce jour pour moi un personnage à la fois clair et mystérieux. Claire, la figure familière de la bonne dame, dans sa banlieue parisienne, chez qui, jeune professeur à Chartres, j'irai déjeuner le dimanche avec tante Monique. Elle a un humour caustique, dont elle frotte mes jérémiades sur la placidité bovine de mes élèves chartraines. Nous rions toutes trois, ou plutôt tous quatre, car Pierre est toujours là. Son fils adoptif est devenu, grâce à elle, un homme comme les autres. Employé modeste dans une des banques de son père. Mais à côté de cette image familière, il y a celle de l'ange gardien, l'être de lumière qui a veillé sur nous, sur notre santé physique et mentale, protégé notre équilibre familial dès notre arrivée à Albi. Dans ce rôle, ses traits se fondent dans un halo lumineux où son sourire tranquille, un peu ironique, rappelle les visages des peintures religieuses qu'elle va admirer sur place, dans ses pèlerinages en Italie, où l'art et la religion sont bons compagnons de route. Elle aussi a dû quitter Paris avec son protégé, dans un monde en train de basculer dans ce qui se prétend un nouvel équilibre et sera une monstrueuse folie meurtrière. Ce jeune garçon, à peine un jeune homme, ne sait pas faire ce que tant d'autres individus normaux vont faire pour survivre. Ne rien dire, ne rien faire, parler à voix basse, se faire tout petit. Lui, il vocifère des injures dans une langue inventée aux sonorités allemandes et il arpente les rues au pas de loi. Tandis que des millions d'êtres normaux écoutent en transe les vociférations d'Adolf Hitler et que d'autres, aussi normaux, font trembler sous leurs bottes arrogantes les pavés des capitales d'Europe, il faut faire taire Pierre et l'empêcher de marcher au pas de loi. Dans Paris occupé, il risquerait le coup de feu qui abattra l'oncle Hermann. Madame Roll, sa bienfaitrice, et bientôt la nôtre, l'emmène à Albi, où elle va s'installer dans une villa voisine de la résidence bourgeoise de la tante du garçon. Où et quand et comment elle nous a rencontrés pour la première fois, je ne le sais pas. Mais elle est là pour nous tous et pour chacun de nous. Elle nous connaît, elle nous aime, elle prend chacun de nous par la main, au sens propre et au sens figuré. Prévenant, soignant, guérissant. Quand j'ai cherché à retrouver ou reconstituer sa biographie, je n'ai rien trouvé. Les quelques éléments cueillis dans les visites parisiennes que j'ai évoquées
la situe dans une haute bourgeoisie franco-anglaise, avec une éducation dont elle défie les conventions en poursuivant des études d'infirmière. Elle sera veuve d'un médecin. Son milieu est pétri de préjugés qu'elle défie en rappelant à ses fidèles de la haute église que leur Jésus est juif. Elle peut bien leur en faire la remarque, dans une atmosphère bruissante de cet antisémitisme de bon ton, ridicule et odieux, à l'authentique ferveur chrétienne catholique qu'elle incarne et dont elle fera son arme de résistance quand viendra le moment. Nous ne serons tous réunis à Albi qu'après le 14 juin 1940, jour fatidique où les troupes de l'Allemagne nazie défilent sur les Champs-Élysées. Les loups sont entrés dans Paris. Après nous avoir en septembre 1939 mis à l'abri, en nous confiant un environnement plus fiable que la capitale menacée, mon père Nicolas est remonté à Paris. Il a repris son travail. Il faut faire vivre la famille. Il assure. J'ai trouvé une photo étonnante de silence. Vous me direz qu'elles le sont toutes. Je vous réponds qu'il y en a où le silence est plus audible. Il fait face à l'objectif, le regard calme, profond, au-delà de la tristesse. Il est en uniforme, la blouse blanche du praticien. Il vit les dernières heures de sa vie professionnelle dans son cabinet dentaire au 28 rue Marbeuf, Paris 8e. Sa nouvelle adresse professionnelle et personnelle depuis le 1er avril 1937 seulement. Ce qu'elle lui dit, cette adresse, c'est que Nicolas Kaplan, jeune émigré juif, arrivé d'un obscur pays nordique sans bagage autre que sa bonne volonté, 15 ans auparavant, a passé avec succès l'épreuve de l'intégration dans cet environnement choisi pour la richesse de sa culture et la générosité de son accueil. Demain, 14 juin 1940, il l'aura quitté pour toujours. Ce même jour, le 13 juin 1940, Walter Benjamin quitte ce qui est presque son adresse personnelle et professionnelle, les locaux de la Bibliothèque nationale à Paris. Mais sans avoir, lui, malgré ou à cause de la richesse de son bagage, réussi des preuves d'intégration. En a-t-il jamais tenté aucune? Nicolas prendra le train pour Albi, rejoindre sa famille déjà installée dans une relative sécurité. Walter prend le train pour Marseille, dans l'espoir de rejoindre une sécurité plus lointaine et plus aléatoire. Avant de quitter le 28 rue Marbeuf, Nicolas aura fermé la porte du cabinet dentaire, laissé tel quel. Puis, ayant fermé la porte de l'appartement, vidé de ses meubles, il aura remis sa clé au propriétaire, il a donné congé, c'est le terme légal. Ce départ, librement décidé, aura éliminé toute revendication d'octroi de dommages de guerre, si tant est que Nicolas Kaplan n'y eût jamais arrêté sa pensée. Ce départ à l'automne 1939 d'une petite famille pour le Midi où ils deviendront réfugiés puis proscrits clandestins n'est pas un petit fragment de l'exode qui jettera des millions de Français sur les routes dans quelques mois. Cette première étape d'un voyage qui semble être un repli dans l'avancée sur une voie difficile, mais où le courage, la lucidité et la bonne volonté ont été jusqu'ici gages de réussite dans un contexte concordant. Certes, on a éteint les lumières dans le salon rose. Le jour tombe plus tôt en cet automne 39. Mais si le jour faiblit, il reste encore assez de lumière pour éclairer les scènes de la vie de notre famille, maintenant réfugiée dans le Midi de la France, hôte de la jolie ville rose d'Albi. Et dans cette lumière, on peut faire de la photo, et même de la très belle photo. Le sujet est là, riche, multiple. Le photographe est un véritable artiste en la matière. Alors, sujet, un petit assortiment humain. 2 belles jeunes femmes et 3 enfants charmants, dont un bébé délicieux. Non, non, je ne me moque pas. Et je n'exagère pas non plus. Voyez plutôt. Les photos sont là.
en noir et blanc, format confortable pour que nous y tenions tous. Elle reflète le talent et la personnalité du photographe, sa maîtrise et le sentiment qu'il inspire. Maîtrise du cinéaste, sentiment de tendresse pour le sujet. Dimitri Kirsanov, le frère, l'oncle, c'est le photographe. Le sujet, c'est nous, sa famille, la famille de son frère, Nicolas. Il y a une autre dimension à ces photos, vous la constaterez. Elles sont une manière de poursuivre son travail, interrompu puis interdit aux cinéastes juifs par l'occupant nazi et le régime de Vichy. L'homme à la caméra ne peut pas tourner, mais le photographe, qu'il est aussi depuis le tout début de son aventure filmique, peut continuer d'explorer la lumière et ses sujets. Ce qui apparaît et transparaît dans ces photos des premières saisons de l'exil, dans le clair-obscur ou le demi-jour de l'éclairage, où les gris et noirs dominent, c'est le naturel des attitudes saisies et une sorte de lumière intérieure qui éclaire ses visages, reflet du lien affectif qui unit l'artiste et le sujet, et de l'atmosphère spéciale de ces moments de vie et d'épreuve, même si les plus jeunes en sont à peine conscients. Vous les regarderez. Témoins, photos de deux petits garçons, de regards enfantins, devant un grillage, décembre 1939, sans doute l'école communale, où le plus petit, le bouclé, refuse d'être traîné, préférant se jeter dans le fossé en chemin. Le plus grand, air tranquille, observateur, pas de difficulté, il prend note de la réalité, il situe ses responsabilités, il le fera toute sa vie. Ce sont mes deux frères, Serge et Jean-Jacques. Et puis sur cette autre photo, voyez, le frère aîné se penche pour encourager la petite sœur à se tenir debout. Il y en a une autre aussi avec un bébé qui, du haut de ses 15 mois, est prête à quitter les bras maternels pour s'élancer, les bras tendus vers la vie, devant soi. Dans la lumière incertaine du moment, vous la verrez, c'est une petite flamme de joie. Elle est en layette, toute blanche. C'est moi. Pour ses parents, elle continuera de briller dans la nuit qui commence à tomber. Nous sommes tous réunis à Albi, chaleur de cette petite fratrie dans le froid glacial du célèbre hiver 40. On me l'a dit, le pipi gèle dans le pot de chambre. Ma mère appelle le lieu où nous vivons la Thénarderie. Bien des années après, je rencontre l'origine de cette appellation dans Les Misérables, presque littéraire. Et je me souviens du ton de voix de ma mère énonçant cette appellation. Rien de dénigrant, pas d'amertume. Exilés du Salon Rose, Mathilde Samsonov Kaplan porte sur leur nouveau cadre de vie un regard poétique et philosophique. Dans sa voix comme dans ses yeux verts, l'ironie indulgente adoucit la pointe de nostalgie des grâces passées, mais laisse affleurer sous l'acceptation une nuance de défi. Pas de photo de la Thénarderie, cela ne surprend pas, mais pas de photo des locataires non plus. Fini les belles et touchantes photos prises par Dimitri, car après 1941, ils nous ont quittés. Ils ont gagné Nice, où les studios de la Victorine sont actifs et où Monique, née Berthe Noël Bessette, peut donc continuer de travailler. Elle est monteuse. Dimitri ne peut faire d'autre que disparaître de la scène. À la clarté incertaine de mes souvenirs, j'évoque les scènes suivantes. Scène de la vie d'exil d'une petite famille juive réfugiée dans la ville d'Albi, encore en zone libre à cette date. Je nous vois dans un sous-sol. Dans le jour finissant, un liquide couleur d'or dans le fond d'une carafe à long col. Quelques gouttes sont versées sur un petit bout de pain et ma langue reçoit, première impression gustative, l'huile d'olive. Impression qui crée en moi un amour indéfectible pour le fruit de l'arbre de paix. À partir de ce moment, je ne peux que créer une sorte de tableau impressionniste, un collage d'images, d'impressions, de sons, qui sont la réponse aux appels de ma mémoire pour reconstruire ce pan de vie, un temps de pause
où on peut croire avoir retrouvé une vie normale. Dans cette atmosphère où la rumeur de la guerre arrive, assourdie par l'illusoire apaisement de la collaboration, la vie continue. Pour nous, la famille Kaplan d'Albi. Je n'ai pas retrouvé l'adresse de notre nouveau cadre. Mais une certaine vie a repris des gestes, des paroles, des actes, un rythme en rapport avec l'âge et la situation de chacun et de chacune. Pour les plus jeunes, c'est simple, ils vont à l'école, primaire pour Jean-Jacques, qui a tout fait pour ne pas y aller, se plaint qu'on lui jette des pierres. Serge, lui, se plie sans broncher aux règles de l'école primaire supérieure d'Albi. Et le bébé, de l'hiver 39, est devenu une petite bonne femme, bien plantée sur ses petites jambes, pleine d'entrain, qui fait des promenades, main dans la main avec son papa. Oui, oui, j'ai dit la situation de chaque intéressé, celle de mon père, Nicolas Kaplan. Juif étranger, destitué du droit de pratiquer son métier, il a échappé à l'internement en zone libre. Il n'y a pas d'étoile jaune, mais il n'est plus qu'une ombre sur la scène, un fil à peine visible dans le tissu social. Depuis juin 40, il existe par et pour les siens. En décembre 39, remonté à Paris tout seul, il nous a envoyé un message de Noël. Double message d'amour, cadeau d'un mari à sa femme et d'un père à sa toute petite fille. Pour l'épouse, un sac de daim noir, sobre élégance du style art déco. Pour la toute petite fille, un message que j'ai retrouvé par hasard dans la poche intérieure du sac. Encre bleue pâlie sur papier jauni d'une carte de visite, épelant quelques mots d'amour tout simples. Un père à sa fille née 3 mois avant. C'était un homme de peu de mots. Et encore moins démonstratif, mon père. Ma mère savait lire les messages et les traduire dans la pratique, comme elle m'aimait, comme elle me le montrait. Paris, décembre 1939. Comme cela doit lui paraître loin. Condamné à une inactivité qui doit lui être plus que pénible, Nicolas promène dans la campagne albigeoise la petite fille, dont l'arrivée l'a comblé de joie. Il porte un béret, vous allez voir la photo, comme sur la photo prise par Dimitri. Et il a peu de cheveux. Le béret remplace la fedora de sa vie parisienne, arborée sur les photos, elles aussi prises par Dimitri, au champ de course, à Longchamp. Plus tard, tout aussi crânement, en famille, avec des visiteurs. Le chapeau. Et ma mère, Mathilde, Samsonov et Kaplan, que fait-elle à Albi, là? Qu'a-t-elle le droit de faire? Ah, vous allez voir des photos d'un passé récent, où elle apparaît ravissant sujet, de photos prises par son mari, des bons photographes aussi. Au bois de Boulogne, en 1932, imprimée à fleurs, rêveuse, parc de Bagatelle. Un premier enfant naîtra bientôt. Sur une autre photo, plus tard aussi, imprimée fleurie à la mode, canotier de paille, avec 2 petits-enfants à côté d'elle, au coin d'un boulevard parisien ensoleillé. Heureuse jeune femme. Que porte-t-elle et que fait-elle dans cette Albi qui est si loin de Paris, dans cette nouvelle vie qui est si loin de l'ancienne? Retrouvons-la par cette glaciale après-midi d'hiver 1940. L'imprimé fleurit, un chandail de laine. Elle n'est plus assise, rêveuse dans les jardins de Bagatelle, mais dans la thénarderie. Elle tient un ouvrage à la main. C'est un tableau, oui, sans couleur. C'est une photo en noir et blanc. Si on la colorise, comme on fait pour les images des films du début du cinéma, on aura peut-être un jardin. L'image s'anime, quelque chose bouge, brille. Et un son, écoutez, c'est un cliquetis. Ce qui brille, ce sont 4 fines courtes aiguilles d'acier qui dansent entre ses doigts. Elle tricote. Non, ce ne sont pas de fines layettes, ni des napperons de salon. Elle tricote des chaussettes, des gants, des passe-montagnes
pour l'armée française prisonnière en Allemagne, où on gèle dans les stalags. Enfin, c'est une façon de parler. Elle tricote pour un soldat français qui se trouve dans ces conditions, le capitaine Fournier, dont nous sommes les locataires. Sa femme et leurs 3 enfants vivent en haut, nous sommes en bas. Déjà la thénarderie, ou est-ce que nous sommes déjà plus bas pour être moins visibles en réponse à la courbe descendante de la situation? D'ailleurs, entre les Fourniers, moins le chef de famille et notre petite famille, règne à ce moment-là une très bonne entente. Janine et Suzy sont copines avec les garçons. Moi, je suis trop petite, bien sûr. Le plus jeune, Pierrot, ne me taquine même pas. Mais par contre, il tourmente un instrument de musique, chéri de mon père. Les sons déchirants qu'il arrache au violon, qu'on s'obstine à lui enseigner, nous font mal aux oreilles. Mais comme ils doivent aussi faire souffrir l'âme musicale de Nicolas Kaplan, qui a entendu jouer le petit Yehudi Menuhin. J'ai retrouvé le catalogue, tricotons pour nos soldats. J'ai aussi les aiguilles. Je ne les ai pas essayées. Ainsi va la vie. Jusqu'au jour où, à l'écoute de la radio, le cliquetis des aiguilles s'arrête. En réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, la zone libre est envahie par les Allemands et les Italiens le 11 novembre 1942. Albi aura sa commandanture, l'asile est devenu zone danger et nous devons en partir. Entracte. Oui, je l'affirme, la vie est au cœur de mon dessin et la lumière pour le guider. Jusqu'à ce moment, pour la famille que nous suivons, la vie a prévalu. La lumière a vacillé dans les chaos de la tumultueuse histoire des années 30. Depuis le 3 septembre 1939, elle a baissé pour tous de façon dramatique, avec de grands écarts d'intensité selon les lieux et les personnes. Pour nous aussi, la nuit approche, le soleil moribond s'est endormi, c'est le crépuscule du soir, mais à ce point, on peut encore envisager un crépuscule du matin. Alors pendant cette halte, ce répit où peut naître l'espoir, avant qu'une grande ombre se projette sur notre chemin, je vous propose une pause. Un temps de repos et de réflexion. C'est un entracte, comme dans Les Enfants du Paradis à la fin de la première époque. Je vous invite à venir regarder les photos. Merci. Bon, merci d'être toujours là. Merci de nous... Je suis heureuse de vous retrouver. Et cette fois, je crois qu'on va là... Il a fallu ramasser beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages. Maintenant, on est juste la petite famille à la Grave. Et je vais simplement vous dire comment, quand même, nous sommes arrivés ici. Ok? Voilà. Parce que c'est ici, ce soir, pour moi, la fin. Pas la fin, mais c'est une étape très importante dans mon voyage de vie. Et je suis très reconnaissante de cette occasion qui m'a été donnée de le faire avec vous ce soir. Et donc, je vais simplement, pour reprendre, vous dire comment je suis arrivée ici, avec mon mari, qui est, comme je dis, très présent en moi et avec moi. Nous étions de passage en vacances de Noël, et nous étions venus à Banyuls pour échapper quelques jours à l'hiver irlandais et jouir d'un interval, un entracte de lumière et de chaleur. Pendant 36 ans de vie en Irlande, j'ai souffert du climat nordique, océanique de l'île d'Émeraude. Moi, je suis une fille du Sud. Le midi m'a manqué. Le bleu, le ciel, le soleil, la lumière. Please, lumière, je criais. À partir de septembre et jusqu'en mai. Recueillant chaque goutte de l'élément de vie, chaque rayon de cette lumière. Et ce qui nous a convaincus de transporter nos pénates, comme on dit à Banyuls, c'est au cours de ce bref séjour l'éblouissante révélation d'une lumière aussi vive ce jour de décembre qu'au plus beau jour de l'été chez nous. Et aussi, pendant ce séjour, la rapidité, l'efficacité du système médical français
qui prend soin de la vie d'une manière inconnue de nos concitoyens irlandais de l'époque. En un mot, en quittant l'Irlande, où mon mari irlandais avait rempli avec le meilleur de ses capacités, ses fonctions et ses devoirs, tant humains que nationaux, nous venions vers la lumière et vers la vie. Si mon mari décidait un déracinement courageux et hardi à son âge, pour moi, ce retour en France après 36 ans d'une vie heureuse, intégration réussie, c'était le retour à cette terre où je suis née et où j'allais replanter mes racines. Je n'étais pas un oiseau migrateur venu au soleil pour passer l'hiver de sa vie. Dans ces conditions, le retour à la terre natale et à la lumière demandait que je fasse la lumière sur mon passé. Choisir la pleine lumière de la vie ici et maintenant avec l'espoir d'un avenir demandait que tout fût clair pour moi et que fussent dissipées les brumes du passé. J'ai mentionné la surprenante coïncidence, le hasard qui m'a fait prendre le chemin Walter Benjamin qu'on inaugurait ce jour-là. Car c'est bien sur ce chemin qu'a dû prendre corps le sentiment d'un travail à faire, d'un chemin à parcourir pour mériter cette lumière, cette paix, cette beauté qui nous avait invités à quitter l'Irlande. Et cette soirée marque ainsi l'aboutissement de ce projet de vie. Merci d'être là pour le partager avec moi. Avant d'arriver au bout du voyage, nous allons parcourir une autre étape. Il faut repasser par la Grave. La Grave, c'est là que je vous emmène et où notre vie va suivre son cours à partir de novembre 1942. L'ombre d'Auschwitz est bien lointaine, planant à notre insu sur notre vie dans ce tout petit village français, quelques 400 ou 500 habitants à l'époque, terroir viticole à quelques kilomètres de Gaillac et à 15 kilomètres d'Albi, devenu depuis novembre 1942 le siège des pouvoirs combinés de l'occupant nazi et du pouvoir collaborateur de Vichy. J'ai failli appeler cet épisode la Grave à Auschwitz, copiant le Vichy Auschwitz de Serge Klarsfeld. Mais il n'y a pas de point d'interrogation au bout de son titre. Et il y en aurait un au moins. Et dans cette interrogation, le pendule du destin oscillant entre vie et mort, pour nous, vers la vie. Donc, cette étape, c'est la Grave. Notre protectrice a trouvé pour nous cet asile. Il n'y passe pas de voie ferrée. Il n'y a pas de gare qui vont embarquer les gens. Nous y serons loin des yeux qui épient, des oreilles qui guettent, à l'abri de la délation et de l'arrestation. Madame Roll nous trouve l'habitation, petite maison isolée, au bord d'une des nombreuses routes secondaires, à peine plus que des chemins qui découpent le paysage de vignes, de prés et de bois. Drôle de maison. Son avantage essentiel, c'est qu'elle est à l'écart du village. J'ai refait en voiture le trajet pour aller à mon école, la maternelle. Plus d'1 kilomètre. Elle se présente de profil. Elle a un étage, alors que les fermes n'en ont pas. Elle n'a rien d'une habitation paysanne. On dirait plutôt la maison de campagne d'un citadin qui veut jouir du calme. On pourrait croire qu'elle se fasse remarquer, mais c'est le refuge que nous a trouvé Madame Roll. C'est la maison que loue mon père, comme l'atteste une attestation du propriétaire. Ce pourrait être le cadre d'une vie simple, paisible, ordinaire. Ce l'est presque. Notre père, béret sur la tête, va au champ, ouvrier agricole, à la disposition des uns et des autres, selon les besoins, selon les saisons. Notre mère m'accompagne à l'école maternelle, 1,5 km. En galoche, ça fait les mollets, à une petite fille qui reste maigrolette et qu'on prend pour un garçon sous son béret. Puis, ma maman va chez la couturière, Yvette, qui doit rester couchée si elle veut avoir son bébé. Maman s'occupe d'elle et de tout chez elle. Mais c'est très bien pour elle. Cela convient parfaitement à sa nature et à sa vocation perpétuelle, précoce et à jamais démentie, d'aide à la personne. Et pour moi aussi, c'était bien chez Yvette quand j'arrivais de l'école, pour déjeuner avec maman. Il faisait bon, mon assiette était mise. Et on ne me disait rien quand j'enlevais mes galoches parce que les pieds me démangeaient à cause des engelures. Je repartirai à l'école tout à l'heure. Et en sortant à 4 heures, j'irai retrouver maman. Mais cette fois, dans un endroit magique. C'était magnifique chez la baronne de Goutte, au château de la Grave. C'est tout près de la maternelle, j'ai vite fait d'y courir.
pour aller retrouver et admirer les pans qui paradent autour du bassin, passer l'imposante grille. Est-ce qu'ils vont faire la roue pour moi aujourd'hui? Il fait moins chaud que chez Yvette dans le grand salon où maman est assise avec la baronne. Madame de Goutte est une vieille dame qui appartient à la noblesse française. Mathilde Samsonov-Kaplan est une jeune femme qui appartient à la diaspora juive. Elles ont en commun l'intelligence, la culture et les qualités de cœur de deux grandes dames. Mais dans la présente conjoncture, qui s'attendrait à les trouver ensemble dans ce salon aristocratique? La première représente une tradition, un pouvoir, un rôle qui ne sont désormais effectifs dans la vie de la République française qu'au niveau individuel. Le rôle choisi par le fils de la baronne est celui de résistant. La baronne, elle, joue son rôle ici, dans ce salon, car Madame la baronne de Goutte y reçoit et reconnaît la personne et la qualité d'une jeune femme réfugiée, étrangère, juive, que tous ces titres ont voué à l'exclusion de la société française, avant de l'avouer, mais on l'ignore encore, à l'exclusion de la société des humains. Ma mère est ici une lectrice bienvenue, accueillie par la baronne reconnaissante de pouvoir, grâce à elle, retrouver un plaisir que sa vue, affaiblie par l'âge, ne lui accorde plus. C'est probablement le maire de la commune qui l'a informé de la présence des réfugiés de la petite maison au bord de la route. Et la bonne baronne, comme on dirait dans la bonne comtesse, a pu ainsi rencontrer chez la jeune femme au beau visage slave un amour identique au sien pour la littérature romantique et plus particulièrement encore un goût similaire pour le grand roman anglais. Quand s'y trouve associée une parfaite connaissance de cette langue et une voix merveilleusement douce et harmonieuse pour la servir, le rôle de la petite réfugiée est évident, d'autant plus qu'il représente aussi le défi de la baronne d'origine de Vichy. Mathilde Kaplan fait la lecture à Madame la baronne de Goutte. Séance empreinte d'une bienveillante convivialité, où à l'ombre grise de l'inquiétude d'un présent lourd d'incertitude se substitue le souffle et la couleur d'une admirable création littéraire. Bien que les personnages des grands romans et leurs passions soient impuissants contre le froid, qui transime les doigts dans le décor sobre et élégant du noble salon. Et les garçons, mes frères, que faisaient-ils? Où allaient-ils? À l'école. Fin 1942, en arrivant à la Grave, Serge Samuel vient d'avoir 10 ans. Jean-Jacques, comme Rousseau, m'a dit un jour ma mère, en a eu 7 en avril. C'est le temps de l'école. Encore, se plaindrait le plus jeune. Il le faut, dirait le plus âgé. Mais ce temps est devenu celui du danger pour les deux gamins. S'ils n'ont pas d'étoile jaune à échanger contre un sac de billes, ils ont un J imprimé sur leur identité. Mais ils ont aussi un ange gardien, vêtu de noir, une vieille dame, bonne, ils le sentent, ils le savent, mais sévère. Ils en ont l'expérience quand elle tient leur main dans la sienne, force irrésistible, fermeté, mais bienveillance aussi. Pierre, son fils adoptif, le sait, qui grâce à cette sainte alliance vit sa vie normalement. Pour les mettre à l'abri du danger, Madame Roll a pris les 2 enfants Kaplan par la main et les a conduits chez le directeur de l'école primaire supérieure à Albi, M. Roger Vivien, qui a accepté de les prendre comme élèves internes non inscrits, autrement dit de les cacher. Pour Serge, c'est l'école, pour Jean-Jacques, c'est la prison, qu'il subit jusqu'au jour où il parvient à s'enfuir, pour retourner à la maison, pour revoir sa maman. On ne saura jamais comment, car l'épisode a refusé de figurer dans sa mémoire. Bien heureusement, cette fugue qui mettait de nombreuses vies en danger n'a pas eu de suite. La main ferme et bonne qu'on sait l'a ramené sans encombre à ce qui demeurera un lieu sûr. Pour combien de temps? Il faut en tout cas continuer d'y vivre, tant qu'on peut, car la vie continue. Et il faut manger pour vivre. Il faut manger pour survivre. Je ne me souviens pas d'avoir eu faim. Mon père est payé, en nature aussi. On lui donne des pommes de terre, après avoir nourri le cochon. Mais il peut aussi en avoir avant, alors il faut payer. Un homme bienveillant partage avec lui un sac de haricots blancs, mais il faudra ôter les charançons. Les fruits sont en liberté, en abondance, gratuits.
Les murs sont énormes sur les haies. En Irlande, on dit « one would do a man », ça veut dire « une suffirait pour un homme ». Mais eux parlent des pommes de terre. Moi, je parle des murs. On nous conseille les orties pour faire de la soupe. Jolie anecdote. Aux vacances, les enfants vont de ferme en ferme mendiller quelques miettes. Rapiller. Une bonne femme donne un œuf frais pondu à mon frère aîné, Serge. Celui qui inspire confiance par son air sage et responsable. Surtout, ne le laisse pas tomber. Et paf, bien entendu, c'est ce qui arrive. Je ne sais pas si elle l'a remplacé. Une anecdote moins jolie, mais plus piquante. Un jour, on propose à mon père de la viande à acheter. Le met rarissime sur notre table. Il s'agit d'un morceau assez substantiel de cochon. Il n'hésite pas et nous ramène ce substantiel morceau de viande qui fera plusieurs repas. Nous ne sommes pas morts de ce cochon, mais lui, de quoi était-il mort? Alors c'était la chair d'un cochon crevé qui avait enrichi le menu des réfugiés juifs de la maison au bord de la route. Elle s'appelait Blanche, la fermière avisée qui avait su faire contre mauvaise fortune bon profit. Il y avait plus d'ironie que de rancœur dans la voix de mon père qui me raconta cette histoire. Il devait y retrouver Maupassant. L'anecdote, j'ai choisi piquante, plus que savoureuse, avait filtré parmi les potins de village, dans une conversation entendue par hasard. Un lieu sûr, un refuge, c'est ce que l'Agrave semble être pour nous jusqu'au jour ou plutôt jusqu'à la nuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, la nuit du chasseur. Pourtant, c'est aussi une nuit de printemps, une nuit d'avril, pendant les vacances de Pâques, puisque les garçons sont à la maison. Quelle année? Je n'ai pas à ce jour retrouvé de traces officielles de cette rafle que nous avons frustrée. Le fait qu'il n'y ait pas eu de suite, ni de nouvelles dénonciations au village, ni récidive de l'opération à l'Aube, me fait opter pour l'année 1944. En juin, avec le débarquement allié en Normandie, le patriotisme changeait de couleur, sauf quand il n'en avait plus qu'une, celle d'une obstination fanatique qu'on voudrait pouvoir appeler démente. Pâques chrétienne de la résurrection, Pâques juive de la sortie d'Égypte, moments cruciaux pour les deux traditions. C'est à cette période que se situe cet épisode de la rafle visant notre famille qui eût pu marquer notre départ pour la dernière étape. Je n'en ai pas souvenir, mais chaque fois que je l'évoque, l'émotion qui a dû l'accompagner et que mon imagination lui compose, comme la musique de Honegger accompagne le merveilleux film Rap au moment de l'orage, le film de mon oncle, l'émotion revient, imprévisible et familière. Nous avons été dénoncés. Même à l'écrire, le mot est pénible. Pourtant, la voix de mon père est calme. Il me le dit. Le ton paisible, mesuré. De même, quand il continue, par des fermiers du village. Il me dit leur nom, clairement prononcé, sans aucune harmonique. Je choisis exprès cette référence musicale savante. Parce que dans le duo de la vie de mes parents, lui violoniste, elle pianiste, il n'y a pas place pour la dissonance qu'est la haine et tout ce qui est allié à cette sale engeance. J'ai appris depuis, et j'ai pu constater, que sur le monument aux morts, place de la mairie et de l'église à la Grave, que cette famille, comme dans la chanson du grand Georges Brassens, avait été des deux bords. Ils ne savaient pas ceux qui nous ont dénoncés. Notre nom était sur la liste, tous les 5, pour la prochaine rafle. Mais alors, Deus ex machina, arrive un gendarme, il consulte la liste, le hasard, son boulot, l'un ou l'autre. L'important, c'est qu'il remarque ce nom, Kaplan. Et d'une certaine manière, somehow, il le reconnaît. Peut-être comme on fait dans ces cas-là, il le prononce à mi-voix, ou alors, et ça fait clic, il l'a entendu, sortant de la bouche de sa cousine, oui,
au cours d'une discussion sur la situation dans la région, les gens, les réfugiés, elle parlait de cette Elisabeth Roll, dont elle était amie, cette Parisienne protégée, la famille en question, et voilà, le grain de sable qui va enrayer l'arme de mort. Madame Roll est avertie. Mon père raconte, avec des mots simples, comment dire, désincarnés, dépouillés de leur charge émotive, vaporisés par le temps, le travail de mémoire fait, ou l'oubli voulu. Comment rendre maintenant, dans l'atmosphère où ils résonnent pour moi comme dans une cathédrale du souvenir, leur caractère spirituel, puisqu'ils témoignent en fin de compte pour la victoire de l'esprit. J'ai essayé dans mon récit pour la revue du Tarn de parer cet épisode des couleurs de mon émotion, revivant ces moments pour Nicolas Kaplan, seul dans la nuit. Pour mon père qui voyait sa femme et ses 3 enfants s'éloigner sur la route, dans la nuit, guidé par celle que j'ai baptisée l'ange du bien. Elle nous menait vers la gare la plus proche, Marsac-sur-Tarn, 4 km, où nous attendrions le premier train du matin pour Albi, où elle nous cacherait dans sa maison. Au cas bien improbable d'un contrôle policier à ces heures, en ces lieux, nous étions sa famille, sa fille et les petits-enfants. La présence d'un homme jeune dans notre groupe était un danger. Elle le rendait suspect. Qu'aurait-il fait là? La plupart de ses contemporains, des effectifs opérationnels de la nation française, étaient hors de vue. Prisonniers de guerre ou du travail obligatoire en Allemagne. Et en France, maquisards. Les autres restaient discrets, évitant d'attirer l'attention des vainqueurs et de leurs équipiers. Nicolas Kaplan resta seul, dans la petite maison au bord de la route. Il nous avait regardé s'éloigner, en direction d'une possibilité de vivre, échappant à la rafle. Dans quelle direction pouvait-il, lui, regarder, pour y trouver une même possibilité? Voici les mots de mon père. Elle ne pouvait pas m'emmener avec elle. C'était dangereux pour vous. Alors, je me suis rappelé François, qui travaillait chez les Fournier, et je suis allée frapper à leur porte. C'est Madame Fournier qui m'a ouvert, elle s'appelait Lydia. Je lui ai dit qu'on allait venir me chercher, et je lui ai demandé si elle pourrait me cacher. Elle m'a répondu qu'il fallait qu'elle demande à son mari. Elle a demandé, pas à son mari, alcoolique. Elle a demandé à François. Il m'a amené à la cave. Il m'a caché dans un trou dans le mur. Ils sont venus. Ils ont fouillé les environs. Je suis restée 3 mois cachée, mais je n'ai pas pu rester plus. Et ce fut ainsi. En cette nuit-là, nous 4, ma mère et les 3 enfants, et notre guide, nous partîmes dans une direction, la gare de Marsac, échappant à la traque par la détermination de cette femme, véritable activiste de la foi catholique, Elisabeth Roll. Et lui, mon père, parti, seul, sur cette même route, mais dans la direction opposée, vers la ferme des Fourniers, 800 mètres plus bas, où il fut sauvé par le geste fraternel de ce réfugié républicain espagnol, un certain François, et les braves fermiers qui l'employaient. En passant régulièrement sur la route commune à la maison où nous vivions et à la ferme où il travaillait, François avait souvent remarqué l'homme au béret, jardinier peu commun, agenouillé devant ses carottes alignées au cordeau. Il l'avait souvent croisé sur cette même route, ce petit homme, qui ramassait le coton de cheval frais, déposé, pour enfumer, ses plants de fraisier. Une petite fille l'accompagnait, qui lui désignait, en courant de l'un à l'autre, les piles fumantes à ramasser. Il en avait été amusé, touché sans doute, car il ne manquait pas de lui adresser un salut, bref, mais cordial, auquel il était toujours répondu de même, je ne sais pas dans quelle langue. Ainsi était leur conversation. Que connaissaient-ils d'autre l'un de l'autre? Je l'ignore. Peut-être rien de plus que leur nom. 70 ans ont passé avant que je cherche, moi, à savoir le nom de cet homme qui avait sauvé la vie de mon père, et que mon père avait seulement appelé François. Oui, pendant 3 mois, François s'est occupé de son prisonnier, otage soustrait à la mort, pour le rendre à la vie. Il a assuré sa survie, le maintien des fonctions vitales,
Mais il fallait réprimer, sinon supprimer tout ce qui eût pu signaler aux vivants d'en haut la présence de ce vivant en bas. Pour les habitants et visiteurs qui allaient et venaient dans la ferme au grand jour, Nicolas Kaplan ne devait pas exister. Il n'avait pas pu tenir plus de 3 mois, choisissant alors la liberté et ses risques. C'est ainsi qu'un matin, 3 mois après cette nuit-là, dans la chambre au premier étage de la maison, il y avait eu à mon chevet mon papa. Mais ce papa, il parlait d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. Il avait perdu la voix. Il la retrouverait, mais je crus alors qu'il n'en avait jamais eu. Il n'en aurait jamais d'autre. J'avais oublié que ce n'était pas sa voix naturelle. Nous aussi, ma mère et moi, après 3 mois passés cachés dans la villa albigeoise sous l'aile de Madame Roll, nous étions revenus à la petite maison au bord de la route. Ma mère n'en pouvait plus d'une vie étouffée. Elle voulait retrouver la respiration d'une vie normale. Et du reste, l'atmosphère avait changé. Un autre vent commençait de souffler, le vent de la libération. Pour les occupants, c'était le début de la fin. Comme là-haut Paris, le Tarn se libérait par lui-même en août 1944. Il battait en retraite. Des soldats différents, parmi eux des Mongols, disait-on, passaient sur la route désemparés. L'agression n'était pas dans leurs gestes. Qu'il en vint pour nous demander des œufs. Vu le tas de paille devant la maison, non, nous n'avons pas. Ils s'en étaient retournés. Nous n'avions pas peur, ma mère et moi. Pourtant, peu après notre retour, à nous 3, car des garçons avaient retrouvé leur refuge scolaire à l'école supérieure, il avait fallu tout son sang-froid à ma mère et à moi pour répondre aux soldats qui lui demandaient sur le seuil de la porte où se trouvait son mari. Il est au champ. En fait, il était dans la chambre, en haut. Les soldats n'avaient pas insisté. C'était la fin d'une sanglante épopée. Un voyage de retour pour eux, à travers les ruines d'un monde. Les derniers frissons d'un séisme où la civilisation avait failli être engloutie. Pour nous, petits fragments d'humanité, c'était le début d'un voyage de retour à une vie normale, où chacun, redevenu être humain à part entière, trouverait ou retrouverait sa place et son rôle. Ce ne fut pas sans mal. Pas pour nous, passant d'une école à l'autre, et je rends hommage à l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry, qui assura notre réinsertion sans heurts dans le système de la famille scolaire française. À Carnot, où débuterait une nouvelle étape, ce serait l'école Victor Hugo pour Jean-Jacques. L'école Gambetta pour moi. Serge resterait à l'école primaire supérieure d'Albi. Mais pour mon père, c'est une autre histoire. Nicolas Kaplan est un homme brisé, mis plus bas que terre par un système inique, inhumain, absurde. Il renonce à se relever. Il resterait enfoui dans cet anonymat rustique qui lui avait laissé la vie. Cela ne sera pas, une fois encore, résonna la voix salvatrice. Madame Roll sut penser l'esprit de cet homme meurtri pour le persuader de se redresser et de redevenir ce qu'il était, Monsieur Kaplan. Par les hasards de la guerre, il retrouvait simultanément sa fonction, remplaçant au fauteuil dentaire ce fougueux dentiste de Carnot qui bouillait de troquer la blouse blanche pour l'uniforme FFI. Le 8 mai 1945, des avions survolent la petite ville minière. C'est la fin de la guerre en Europe. Et c'est dans le salon bien modeste de l'appartement que nous louons place Gambetta que je vois mon papa pour la première fois en costume. Un complet veston d'avant-guerre, bleu marine à fines rayures blanches, jamais porté durant, et qui lui confère une apparence si différente que je m'exclame. On dirait un autre monsieur. Après Carnot, il y aura d'autres étapes. Non, ce n'est pas la bougeotte, malédiction ou inquiétude atavique de juif errant qui contraindra Nicolas Kaplan à recommencer encore une fois le processus d'intégration économique et sociale qui nous situe à Montpellier à partir de 1951. Il y exercera sa profession jusqu'à la retraite, toujours admirablement soutenu par son épouse, notre mère. Jean-Jacques et moi y poursuivons nos études secondaires et supérieures. Pour notre frère aîné, l'école est à Marseille, qui lui ouvrira toutes les mers du globe. Ma formation terminée,
Je commence ma vie adulte en France, à Chartres. Mais ni l'aura magique de sa cathédrale, la blondeur des blés de la Beauce et le charme d'une vie protégée, du tumulte et des vertiges de la vie moderne n'ont réussi à m'enraciner. J'ai cherché ailleurs. Israël peut-être? Oh, il lui eût fallu un cœur de lion. Et j'étais cancer. Mais je découvris l'Irlande et la voix de son plus grand poète se faisant douce et enjôleuse pour me murmurer. Là, il faut que je vous le dise en anglais. Come away, O human child, to the waters and the wild, with the fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. Viens, enfant des hommes, viens vers les eaux sauvages de la nature. Une fée te tient par la main, car ce monde est plus rempli de pleurs, mais le pleur actif, que tu ne pourras jamais comprendre. Oui, un monde où trop de larmes défient la compréhension. Oui, La terre du désir du cœur était le titre de la pièce de William Butler Yeats, que j'avais choisi de montrer cette année-là avec les élèves des lycées. Quoi de plus naturel que d'y aller, de voir, de découvrir sa réalité, et c'est cette réalité, ma réalité, que j'ai découvert. Clarté d'une évidence, je rencontrais dans les collines du Connemara l'homme qui est mon compagnon de vie depuis 46 ans. Je quittais Montpellier en décembre 1970, il faisait froid le jour de notre temps, mais le tableau qui s'y déroula fut une bien jolie fresque de vie. Et puis le soleil, le ciel bleu de Bagnoul-sur-Mer survinrent pour changer la donne. Pour cette étape de notre vie, notre retraite, c'est le cadre qui fut choisi. L'Irlandais me ramena en France, au lieu choisi, Bagnoul-sur-Mer, c'était l'été 2007. Ce fut l'été de ma rencontre avec Walter Benjamin. Et nous y abordâmes dans la lumière. Nous y demeurons depuis. Walter Benjamin n'a pas vu de lumière au bout du chemin. Il était trop fatigué pour continuer. Son capital de vie épuisé, il a mis fin à l'entreprise. Une entreprise qu'il n'avait pas su ou pu gérer. Mais attention, la mort de Walter Benjamin à Portbou, faillite d'une entreprise vie, non réussite d'une carrière, nous y avons tous notre part, notre rôle. Et j'ose dire que c'est aussi notre faillite que sanctionne cette disparition. L'extinction d'une étonnante lumière, son intelligence tentaculaire, sa sensibilité protéiforme, la séduction de son génie du détail, l'ampleur de sa vision prophétique ont laissé des traces. Dans ses œuvres, des pierres de lune qui nous attendent tout au long du chemin. Car ce capital extraordinaire n'a pas cessé de le mettre en œuvre, l'investissant dès ses plus jeunes années et poursuivant son exploitation jusqu'à la fin de sa vie écourtée. Alors, pour terminer en sa compagnie ce voyage, et pour le rencontrer peut-être, je vous propose de nous transporter en pensée jusqu'à ce lieu qu'Anna Arendt, son amie, grande prêtresse et ardente militante de la pensée, déclare le plus beau qu'elle ait jamais vu, le cimetière marin de Portbou. Une ultime promenade nous y attend dans le mémorial en hommage à Walter Benjamin, composé par l'architecte israélien Danny Caravan. Je dis composé, il est peut-être plus juste au sens le plus vaste du mot de dire proposé. Car les éléments que rassemble pour nous l'Israélien Danny Caravan, architecte, sculpteur, paysagiste, car ce que l'architecte sculpteur crée est littéralement installé dans le paysage. Et l'œuvre prend place dans un espace géographique qui est aussi un temps historique. Les éléments de la nature dialoguent avec l'histoire. L'événement du mémorial, moins à commémorer que à se remémorer dans le présent mouvant du pensée ER. Oui, nous sommes vivants, ici, ensemble, en ce moment. Oui, c'est un poème, une méditation à composer par chaque visiteur à laquelle je vous convie. Chaque pas, chaque souffle est votre affaire privée. Chaque pensée, votre pensée, intime, secrète, ou peut-être partagez-la avec moi. Le tunnel descend vers une eau tumultueuse. Une dalle de verre arrête le pas. Pas le regard. On remonte. Sous les pas, une dalle lisse. En face, un mur de pierre. Encore une montée rocailleuse, ardue. On passe l'olivier, arc-bouté contre le vent. Au bout du chemin, on arrive à la plateforme. Au centre, le cube. On s'assied. Quelle pensée survolant la clôture pour la récompense d'un long regard sur la mer toujours recommencée.
presque toujours bleue, notre Méditerranée. Oui, Hannah Arendt, c'est un lieu d'une beauté unique, inouïe. Le ciel est par-dessus le cimetière, si bleu, si calme, pour l'instant, car nous sommes pays de vent. Le vent va se lever. Il faut tenter de vivre. Pour Walter Benjamin, ce ne fut pas le souffle de la nature, tramontane ou vent d'autant, égal pour nous tous qui l'emporta. Le vent qui vint à travers la montagne et souffla la flamme de sa vie était le souffle d'une idéologie perverse, corruptrice de la pensée, manipulatrice du sentiment, destructrice de l'esprit, en un mot fatal à l'homme. Et à ce souffle, me demanderez-vous, quelle fut notre réponse à cette force? Quelle fut notre résistance? Voyageurs, compagnons de voyage, souvenons-nous. Oui, pour Walter Benjamin, l'histoire avance à reculons. Le regard fixé sur le miroir arrière, où elle peut survoler son parcours jalonné de ruines, tour à tour abominable et glorieuse. Mais il y a aussi notre histoire qui est en train de se faire avec nous, par nous. Et la question que j'ai posée dans le souvenir, je la pose dans le présent, dans l'actualité. Sous ce ciel tranquille, face à cette mer à peine ondoyante, dans le feu de midi le juste, en cet instant indéfiniment répété qu'est notre vie, quel est l'air qui remplit nos poumons? Quel est l'esprit qui nous invite au voyage? Quel souffle inspire notre voyage de vie? Laissons donc notre regard voguer jusqu'à l'horizon. Quelle vision nous y attend? Que voyons-nous? Qu'espérons-nous? Un mirage ou la réalisation d'un rêve? Pensons-y, allumons la lumière pour éclairer notre marche à chaque pas. Éblouis par les dons vertigineux de la science, étourdis par le fracas de la machine du monde en marche, souvenons-nous que nous avons le don suprême de la conscience pour les régir et les guider, et la faculté de choisir de travailler ensemble à la réalisation du suprême projet humain, l'harmonie et la paix possible, non pas dans un paradis retrouvé, mais sur une vraie terre des hommes. Pour nous y encourager, dans le partage, je vous invite à venir boire aux 9 caves le verre de l'universelle amitié, où nous retrouverons peut-être, pour nous inciter à la joie, la grande ombre lumineuse de Ludwig van Beethoven. Merci.